Le jeune garçon lisait lentement en suivant les mots du doigt. Ses longues jambes de footballeur étaient allongées sur une chaise près de la piscine dans la claire lumière de juin. Bien sûr, le jeune Juniper, le jeune Danny Juniper était mort et suppose que peu de gens au monde pourront dire Oh merde, je n'y arrive pas. Que peu de gens au monde pourront dire qu'il ne l'avait pas mérité, enchaîna Johnny. C'est une manière de dire que sa mort était une bonne chose. Chuck le regarda, et son visage se teinta d'amusement, d'embarras et d'une pointe d'obstination. Puis il soupira et reprit la lecture du western de Max Brand. Mériter sa mort. Mais ce fut une grande tragédie, aida Johnny. Mais ce fut une grande tragédie qu'il fût mort juste au moment où il allait racheter sa vie de misérable en rendant un grand service à l'humanité. Bien sûr. Chuck ferma le livre et regarda Johnny avec un sourire radieux. Laissons tomber, Johnny. Qu'en dites-vous? Son sourire, qui était toujours celui d'un gagnant, avait fait chavirer pas mal d'admiratrices. La baignade ne vous attire pas? La sueur coule pourtant sur votre petit corps décharné et mal nourri. Johnny devait admettre, du moins en ce qui le concernait, que la piscine était tentante. Les 2 premières semaines de l'été du bicentenaire avaient été particulièrement chaudes. Derrière eux, près de la spacieuse et élégante Maison Blanche, le jardinier vietnamien s'activait et le bourdonnement d'une tondeuse électrique arrivait jusqu'à eux. Ce qui donnait, selon Chuck, envie de boire frais et d'aller dormir. Pas de commentaires sur mon corps décharné, répondit Johnny. Nous venons à peine de commencer le chapitre. Oui, mais on en a déjà lu 2 avant, dit Chuck. Johnny soupira. Généralement, il arrivait à tenir Chuck en main, mais pas cet après-midi. Aujourd'hui, le gosse, péniblement, avait réussi à comprendre comment John Cherben avait posté les sentinelles autour de la prison d'Amity et comment le maudit Red Hawk avait réussi à déjouer leur surveillance pour aller tuer Danny Juniper. Bon, eh bien, au moins finissons la page, dit Johnny. Merci, fit Chuck, et son sourire s'élargit. Et pas de questions, hein? Eh bien, disons quelques-unes, pas plus, répondit Johnny. Chuck bouda un peu, mais c'était de la comédie. Il s'en tirait à bon compte et le savait. Il rouvrit son livre et recommença sa lecture de sa voix lente et hésitante, une voix qui ne ressemblait en rien à celle dont il usait d'habitude. Bien sûr, cela me rendait malade, mais cela n'était rien à côté de ce qui m'attendait au chevet du pauvre Tom Kenyon. Il avait eu le corps transpercé et se décomposait rapidement quand... Et il se mourait, corrigea Johnny calmement. Soyez à votre livre, Chuck. Ne lisez pas sans comprendre le texte. Se décomposait rapidement, reprit Chuck en éclatant de rire. Puis très vite il reprit. Il se mourait quand je suis arrivé. Johnny eut presque pitié en le voyant penché sur son livre. Une bonne bouillie qu'il aurait dû dévorer à toute vitesse au lieu de suivre la prose de Max Brandt d'un doigt laborieux. Son père, Stuart Chatsworth, était propriétaire de Chatsworth Mills et Weaving, une importante affaire dans le sud du New Hampshire. Il possédait également cette maison de 16 pièces à Dunham, où il comptait 5 domestiques, y compris Ngo Pfaff. Chatsworth conduisait une Cadillac. Son épouse, une femme charmante aux yeux pâles, âgée de 42 ans, conduisait une Mercedes et Chuck une Corvette. La fortune de la famille avoisinait les 5 millions de dollars. Chuck, à 17 ans, était physiquement très réussi, hormis le visage trop éteint pour être vraiment beau. Mais il n'avait ni acné, ni boutons, et ses yeux verts étaient étincelants, aussi verts et aussi étincelants que ceux de Sarah. Au collège, Chuck a été capitaine des équipes de baseball et de football, président de la classe des juniors, président du conseil des étudiants. Et le plus drôle, c'est que tout cela ne lui avait pas enflé la tête. Selon Herb, venu une fois pour se rendre compte des nouvelles activités de son fils, c'était un chic type. C'était là le qualificatif le plus élogieux du vocabulaire de Herb. De plus, c'était un chic type qui serait un jour très riche. Il était là, assis, s'acharnant sur son livre comme un mitrailleur dans un poste avancé,
en voyant des mots un par un au hasard. Il avait choisi un récit passionnant et mouvementé de Max Brand, relatant l'affrontement de John Sherburne avec un hors-la-loi Comanche, Red Hawks, et Chuck arrivait à en faire quelque chose d'aussi excitant que la lecture d'une annonce d'emploi. Pourtant, Chuck n'était pas stupide. Ses notes en maths étaient bonnes, sa mémoire excellente, et il était très adroit de ses mains. Son problème résidait seulement dans la lecture. Problème que prirent vraiment au sérieux ses parents et qui menaçait ses activités sportives. De plus, Chuck ne pouvait pas se permettre de redoubler son année. Les maths n'offraient pas de réelles difficultés, mais le reste... S'il pouvait disposer d'un lecteur à même de lui déchiffrer les questions, tout se passerait comme sur des roulettes. Mais la chose n'était guère possible, même avec un père gros bonnet dans le monde des affaires du New Hampshire. Je le trouvais changé. Il savait ce qui l'attendait et son courage était sup... Il ne demandait rien, ne regrettait rien. Toute la terreur et la fièvre qui l'avaient envahi quand il s'était vu confronté à l'imprévisible. Johnny, ayant lu l'annonce dans le Main Times, avait posé sa candidature sans grand espoir. Il était venu à Kittery à la mi-février, avant tout pour fuir Ponal, la boîte aux lettres pleine chaque matin, les journalistes qui avaient fini par le retrouver, chaque jour plus nombreux, la femme, une hystérique aux yeux écarquillés, qui passait par là, les mains tendues pour le toucher. À Kittery, pour la première fois, il avait apprécié les avantages d'un nom aussi anonyme que John Smith. Le troisième jour, il s'était présenté pour une place de cuisinier dans un restaurant, mettant à profit l'expérience en la matière qu'il avait acquise dans un camp de vacances à Rangeby Lake. La propriétaire du restaurant, une veuve solide du nom de Ruby Pelletier, avait remarqué son application. « Vous êtes peut-être un peu trop instruit pour préparer le hachis, vous ne trouvez pas ?»« Oui, c'est exact, » avait acquiescé Johnny. « J'ai suivi des cours du soir. » Ruby Pelletier, les mains sur ses hanches maigres, avait rejeté la tête en arrière et éclaté de rire. « Vous pensez que vous pourrez vous débrouiller quand une douzaine de cow-boys entreront tous ensemble pour commander des œufs brouillés, du bacon, des saucisses et des tartines ?»« Je crois que oui, » avait répondu Johnny. « Je crois surtout que vous ne savez pas de quoi je parle, » avait poursuivi Ruby. « Mais je vais vous donner un conseil. Faites-vous établir un certificat médical afin d'être en règle, et rappelez-moi, je vous engagerai tout de suite. » Il avait suivi ses directives, et après une semaine de purgatoire, qui comprenait une éruption de cloques sur la main droite pour avoir lâché trop vite un panier de frites dans l'huile bouillante, il connaissait le boulot. Quand il avait vu l'annonce à Chatsworth, il avait envoyé son curriculum vitae en mentionnant le stage de 6 mois qu'il avait effectué dans une institution prenant en charge les retards scolaires. Fin avril, il terminait son 2e mois au restaurant. Il avait reçu une lettre de Stuart Chatsworth lui demandant de se présenter le 5 mai. Il fit le nécessaire pour être libre ce jour-là, et à 2h10, par un bel après-midi de printemps, il s'était retrouvé assis dans le bureau de Chatsworth, un verre de Pepsi-Cola glacé à la main, écoutant Stuart lui exposer les difficultés scolaires de son fils. « Pensez-vous qu'il s'agisse de dyslexie ?» s'enquit Stuart. « Ce serait plutôt une phobie de la lecture, » dit Johnny. Chatsworth l'avait arrêté. « Le syndrome de Jackson ?» Johnny en avait été surpris. Michael Carey Jackson, grammairien de l'Université de Californie, avait été à l'origine d'un scandale 9 ans auparavant avec un livre intitulé « Le lecteur illettré ». Le livre décrivait une pleine charrette de problèmes touchant à la lecture, et depuis, ils étaient connus sous le nom de syndrome de Jackson. Le livre était intéressant si vous arriviez à en maîtriser le lourd jargon académique. Le fait que Chatsworth y fût parvenu avait favorablement impressionné Johnny. « Quelque chose comme ça, » avait-il concédé, « mais je n'ai pas encore rencontré votre fils. »« Il suit des cours de rattrapage, » avait répondu Stuart. Il a raté son examen de fin d'année parce qu'il n'arrivait pas à lire convenablement. Avez-vous une licence pour enseigner dans le New Hampshire ? Non, répondit Johnny, mais je l'obtiendrai sans difficulté. Et comment comptez-vous aborder le problème ? Demanda Stuart. Johnny avait exposé la méthode qu'il comptait employer. Beaucoup de lectures, romans, science-fiction, western, et des questions portant sur ce qu'il viendrait de lire. Puis une technique de relaxation décrite dans le livre de Jackson. Les perfectionnistes sont ceux qui ont le plus de difficultés. Ils s'attellent à la tâche de tout leur cœur et se bloquent. Ils bégayent mentalement, si l'on peut dire.
Jackson a dit ça, avait coupé Chatsworth. Non, c'est moi qui le dis, répondit Johnny. Bon, continuez, dit Stuart. Parfois, continua Johnny, si l'élève peut faire vraiment le vide dans son esprit immédiatement après la lecture, sans ressentir l'urgence irrésistible de la commenter, les circuits peuvent se débloquer d'eux-mêmes. Quand ce processus s'amorce, l'élève commence à repenser sa manière d'aborder le problème. C'est une réaction extrêmement positive. Le regard de Chatsworth s'était éclairé. Johnny avait touché un point sensible, sa philosophie personnelle. Sans doute celle de tous ceux qui avaient réussi par eux-mêmes. Rien ne réussit plus que le succès, avait-il commenté. Oui, quelque chose comme cela, avait répondu Johnny. Et combien de temps vous faudra-t-il pour obtenir vos licences demanda Stuart. 2 semaines, je pense. Donc vous pourriez commencer le 20. Johnny avait été surpris. Vous voulez dire que je suis engagé? Oui, si la place vous intéresse, vous êtes engagé, avait répondu Stuart. Vous pourrez occuper la chambre d'amis. Je veux que Chuck se mette réellement au travail. Je vous paierai $600 par mois. Ce n'est pas royal, mais si Chuck progresse, vous recevrez une prime substantielle. Très substantielle. Chatsworth avait retiré ses lunettes et passé une main sur son visage. J'adore mon fils, monsieur Smith. Je voudrais ce qu'il y a de mieux pour lui. Aidez-nous un peu, si vous le pouvez. J'essaierai, avait dit Johnny. Chatsworth avait chaussé ses lunettes et lisait le curriculum de Johnny. Vous n'avez pas enseigné pendant une assez longue période. Cela ne vous plaisait plus? Nous y voilà, pensa Johnny. Si, cela me plaisait toujours, répondit-il, mais j'ai eu un accident. Chatsworth avait regardé les cicatrices sur le cou de Johnny. Un accident de voiture? avait-il demandé. Oui. Dur? Oh oui. Mais vous avez l'air en forme maintenant, conclut Chatsworth. Il avait pris la feuille et l'avait jetée dans un tiroir, et il n'en fut plus question. Ainsi, après 5 ans d'interruption, Johnny allait reprendre son métier, mais sa classe ne compterait qu'un élève. Quant à moi, qui avais indirectement provoqué sa mort, il prit ma main et tout en l'agrippant faiblement, il me sourit pour me faire comprendre qu'il me pardonnait. C'était insupportable, et je sortis en sentant que j'avais fait plus de mal que je ne pourrais jamais en faire. Chuck ferma brusquement le livre. Et voilà, fit-il. Une minute, Chuck, fit Johnny. Oh. Chuck se rassit lourdement, et l'expression que Johnny avait apprise à connaître et qui signifiait Et maintenant à vous les questions était apparue sur son visage. On y lisait aussi résignation, ironie parfois, et l'on découvrait le masque d'un autre Chuck, sombre, las et meurtri. Simplement 2 questions, Chuck, dit Johnny. Mais à quoi bon? Répondit-il. Vous savez très bien que je ne pourrai pas y répondre. Oh si, cette fois vous pourrez, dit Johnny. Je ne comprends jamais rien à ce que je lis. Vous devez le savoir maintenant. Chuck avait l'air renfrogné et malheureux. Je me demande où vous voulez en venir. Vous pourrez me répondre, parce que ces questions n'ont rien à voir avec votre lecture, dit Johnny. Chuck lui lança un coup d'œil. Rien à voir avec le livre? Alors pourquoi les poser? Écoutez-moi, dit Johnny. Le cœur de Johnny battait très fort, et il fut surpris de se sentir angoissé. Pourtant, depuis longtemps, il s'était préparé à ce moment, n'attendant qu'un concours de circonstances favorables. Et jamais il n'en avait été aussi près. Madame Chatsworth ne tournait pas anxieusement autour d'eux. Aucun des copains de Chuck ne s'ébattait dans la piscine. Et plus important que tout, son père, l'homme auquel Chuck désirait plaire par-dessus tout, était absent. Il était à Boston, assistant à une conférence sur la pollution des eaux. D'Edward Stanley, point de vue sur les difficultés de la lecture. Le sujet, Rupert, était assis au 3e rang de l'amphithéâtre, très près de l'estrade, et il était le seul à pouvoir se rendre compte qu'un incendie venait de se déclencher parmi les ordures qui s'étaient accumulées sur le sol. Rupert se leva et cria « F, pendant que les gens derrière lui protestaient pour le faire asseoir. « Qu'avez-vous ressenti » demandai-je à Rupert. « Même si je vivais 100 ans, avait-il répondu, je ne pourrais pas l'expliquer. J'étais affolé, mais plus encore, je me sentais frustré. Je ne me sentais pas à ma place en tant que membre de l'espèce humaine. Le bégaiement me l'avait toujours fait comprendre, mais là, j'étais absolument impotent. »
Y avait-il encore autre chose? Oh oui, j'étais jaloux, parce que quelqu'un d'autre allait voir le feu, et vous voyez... Oui, il aurait l'avantage de l'avoir découvert. Oui, c'est ça. J'avais vu l'incendie commencer, et j'étais le seul. Et tout ce que j'arrivais à dire, c'était feu, 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 bêtement, comme un discusé. Hors de la communauté des hommes, quoi. C'est comme cela que je peux expliquer les choses. Et comment vous en êtes-vous tiré? Eh bien, la veille, c'était l'anniversaire de ma mère, et j'avais acheté une demi-douzaine de roses chez le fleuriste. Et j'étais là, au milieu d'eux, qui criaient pour me faire asseoir. Je me suis dit, je vais ouvrir la bouche et hurler rose, aussi fort que je pourrais. J'avais le mot sur la langue. Et alors? J'ai ouvert la bouche et j'ai crié au feu, de toute la force de mon organe. Il y avait 8 ans que Johnny avait lu ce texte, introduction au livre de Stanley, et il ne l'avait jamais oublié. Il avait toujours pensé que le mot-clé dans le souvenir de Rupert était impotent. Si vous pensez que les rapports sexuels sont la chose la plus importante au monde, vous risquez de vous retrouver avec un pénis flasque tout fripé. Et si vous pensez que la lecture est la chose la plus importante au monde... Mais quel est votre deuxième prénom, Chuck demanda Johnny à tout hasard. Murphy, répondit Chuck avec un petit sourire. C'est le nom de jeune fille de ma mère. Et si jamais vous le dites à Jack ou à Hal, vous vous en repentirez. Oh, n'ayez crainte, dit Johnny. Et quelle est votre date de naissance? Le 8 septembre, répondit-il. Johnny posa les questions de plus en plus rapidement, sans laisser à Chuck le temps de réfléchir. Le nom de votre petite amie? Beth. Vous connaissez Beth, Johnny. Son second prénom? Chuck se mit à rire. Alma. C'est franchement horrible, vous ne trouvez pas? Et votre favori dans l'American League cette année? Oh, c'est les Yankees. Et comment Red Hawk a-t-il fait pour tuer Danny Juniper malgré la garde? Sherbune n'a pas assez étroitement surveillé la porte conduisant à la cour de la prison, répondit immédiatement Chuck sans réfléchir. Et Johnny ressentit une bouffée de joie proche du triomphe. Ça avait marché. Chuck le regarda, surpris. Red Hawk est entré dans la cour et a enfoncé la porte. Il a tué Danny Juniper et aussi Tom Kenyon, reprit Chuck. Oui, c'est exact, dit Johnny. Je m'en suis souvenu, murmura Chuck. Et il regarda Johnny, les yeux écarquillés, un sourire s'esquissant sur ses lèvres. Vous m'avez obligé à m'en souvenir. Je n'ai fait que vous prendre par la manche et vous conduire sur le chemin qui était le vôtre depuis toujours, dit Johnny. Mais quoi qu'il en soit, Chuck, ne rêvez pas. Qui était la petite amie de Sherbune? C'était... commença Chuck, mais son regard se brouilla et il se frappa la tête en hésitant. Je ne m'en rappelle pas. Il se frappa rageusement la cuisse. Je ne peux rien retenir. Je suis bouché. Vous a-t-on raconté dans quelles circonstances votre père a fait la connaissance de votre mère demanda Johnny. Chuck le regarda, souriant à demi. Sa cuisse, là où il l'avait frappé, était rouge. Oui, elle travaillait chez Avis à Charleston, dans la Caroline du Sud. Elle lui a loué une voiture avec un pneu à plat, dit Chuck en riant. Et qui était la fille qui intéressait tellement Sherburne demanda Johnny. Jenny Longhorn, répondit Chuck. Mais c'était un grave problème pour lui. C'était l'amie de Gresham, une rousse comme Beth. Il s'arrêta, contemplant Johnny, comme si celui-ci venait de faire sortir un lapin de la poche de poitrine de sa chemise. Vous avez encore réussi? Nous avons réussi, dit Johnny. C'est une simple ruse, mais c'est parfait. Et c'est assez pour aujourd'hui. Johnny était fatigué, en sueur, mais très très heureux. Allons nager, dit-il. Le dernier arrivé est une nouille. Johnny demanda Chuck. Oui. Est-ce que ça va toujours marcher? Oui, si vous en faites une habitude, expliqua Johnny. Chaque fois que vous buterez sur l'obstacle, au lieu d'essayer de l'attaquer de front, il faudra le contourner. Ainsi, vous allez améliorer votre lecture mot à mot avant peu. Et je connais encore 2 ou 3 trucs. Il se tut. Ce qu'il venait de révéler à Chuck était moins la vérité qu'une intox psychologique, de l'agite-propre en quelque sorte. Oh, merci, dit Chuck. Le masque de la résignation était tombé pour faire place à une reconnaissance éperdue. Si vous me tirez de là, eh bien, je m'agenouillerai pour vous baiser les pieds. Je suis parfois si malheureux. Mais Chuck, dit Johnny, savez-vous que ce n'est qu'une partie du problème? Vraiment? Oui, répondit Johnny. Vous bégayez, vous butez, et il se peut que ce ne soit pas uniquement psychologique.
Il y a des gens qui croient que les problèmes de lecture, les syndromes de Jackson, la phobie de l'écrit, toutes ces choses sont peut-être une sorte de tare héréditaire. Un circuit défectueux, un relais défaillant, une zone cérébrale. Mais il se tut brusquement. Ben quoi demanda Chuck. Morte, dit lentement Johnny. Bref, il nous faut réactiver cette capacité, chez vous bien déficiente. Mais je pourrais y arriver, vous croyez demanda Chuck. Oh, j'en suis persuadé, répondit Johnny. Très bien, alors j'y arriverai. Et Chuck plongea dans la piscine. Oh, venez, elle est bonne, dit-il en émergeant. J'arrive, promit Johnny. Mais pour l'heure, il préférait se tenir sur le bord de la piscine, contemplant Chuck qui crawlait de façon puissante, savourant sa réussite. Il n'avait rien ressenti de tel depuis longtemps. Si Dieu lui avait transmis un don, c'était celui d'enseigner, pas de découvrir des choses qui ne le concernaient pas. Voilà ce pourquoi il était fait. Quand il avait enseigné à Clive Mills en 1970, il le savait déjà. Plus important encore, les enfants le savaient aussi et lui répondaient comme Chuck venait de le faire. Alors, vous allez rester là comme un empaillé demanda Chuck. Et Johnny plongea. Warren Richardson sortit de son petit bureau à 5 heures moins le quart, comme à l'accoutumée. Il se dirigea vers le parking, hissa son quintal derrière le volant de sa Chevrolet Caprice et mit le moteur en marche. Tout cela machinalement, jusqu'à ce qu'apparut dans le rétroviseur un visage qui, lui, n'était pas habituel. Un visage mal rasé, au teint olivâtre, encadré de longs cheveux et éclairé par des yeux aussi vifs que ceux de Sarah Hazlett ou de Chuck Chatsworth. Jamais depuis son enfance, Richardson n'avait été aussi terrorisé, et son cœur bondit dans sa poitrine. Comment ça va demanda Sonny Elliman en se penchant sur le siège. Mais qui fut tout ce que Richardson réussit à articuler. Son cœur battait terriblement fort, des taches sombres dansaient et palpitaient devant ses yeux. Il redouta la crise cardiaque. Doucement, dit l'homme sur la banquette arrière. Allez doucement. Warren Richardson ressentit alors une émotion absurde, de la gratitude. L'homme qui lui avait fait si peur n'allait pas recommencer. C'était sûrement un type gentil. Mais qui êtes-vous réussit-il à demander. Un ami, répondit l'autre. Lorsque Richardson démarra, des doigts durs comme des pinces mordirent sa nuque grasse. La douleur était intolérable, et Richardson eut une convulsion plaintive. Vous n'avez pas besoin de vous retourner, dit l'homme. Tenez-le vous pour dit. Oui, souffla Richardson. Oui, j'y vais. L'étau se desserra, et à nouveau il ressentit ce ridicule sentiment de reconnaissance. Mais il ne doutait plus que l'homme, sur le siège arrière, était dangereux, qu'il était dans cette voiture dans un but précis, mais il ne savait pas lequel. Il comprit tout à coup. Ce n'était pas le genre de chose à laquelle on pouvait s'attendre d'un candidat ordinaire, mais Greg Stilson n'était pas ordinaire. Greg Stilson était fou et... Tout doucement, Warren Richardson commença à pleurer. « J'ai à vous parler, dit Sonny. Sa voix était posée, respectueuse et pleine de regrets, mais ses yeux brillaient de façon ironique. « J'ai à vous parler, reprit-il, et à vous faire entendre raison. »« C'est Stilson, n'est-ce pas ?» demanda Richardson. Et l'étau se referma aussitôt, et Richardson poussa un cri aigu. « Pas de nom, lui expliqua l'épouvantable type de la même voix posée. Vous pensez ce que vous voulez, monsieur Richardson, mais gardez les noms pour vous. J'ai un pouce sur votre artère carotide et un index sur votre jugulaire. Je peux vous changer en navet, si ça me plaît. Mais que voulez-vous gémit Richardson. Ce qui lui arrivait se passait sur le parking de Capital City, dans le New Hampshire, par une belle journée d'été. Il n'arrivait pas à y croire. Il voyait la pendule encastrée dans les briques rouges de la tour de l'hôtel de ville. 5 heures moins 10. Chez lui, Norma mettait les côtelettes de porc dans le four pour les faire griller. Sean regardait Sesame Street à la télévision, mais derrière lui, l'homme pouvait arrêter sa circulation sanguine, asphyxier son cerveau et faire de lui à tout jamais un idiot. Non, ce n'était pas vrai, c'était un cauchemar. « Je ne veux rien, reprit Elliman. Il s'agit seulement de vous. »« Mais je ne comprends pas de quoi vous parlez, répondit Richardson. Mais il redoutait affreusement de l'apprendre. C'est l'histoire dans le journal de New Hampshire, un marché financé par l'État, dit Sonny. Vous avez sûrement beaucoup à dire là-dessus, surtout au sujet de certaines personnes. Cette affaire du Capitol Mall, par exemple, hein? Malversation, faillite et tout ce merdier.
Les doigts se resserrèrent de nouveau sur la nuque de Richardson. Pourtant, il n'avait pas été nommé dans l'affaire. Il était uniquement question de milieu bien informé. Alors, comment avait-il su? Comment Greg Stilson savait-il? Derrière lui, l'homme commença à lui souffler dans l'oreille. Son haleine était chaude et lourde. Vous pourriez attirer des ennuis à certaines personnes en parlant à tort et à travers. Vous le savez, n'est-ce pas? Des gens qui briguent un poste officiel, par exemple. Briguer un poste, c'est comme de jouer au bridge, vous voyez. On est vulnérable. On remue la boue et ça pue, surtout en ce moment. Mais pour l'instant, pas de problème. Je suis heureux de pouvoir vous le dire, parce que s'il y avait des problèmes, vous seriez là, les dents sortant du nez, au lieu de me parler gentiment. En dépit de ses palpitations et de sa peur, Richardson lui répondit. Cette personne, jeune homme, vous seriez fou de croire que vous pouvez la protéger. Il mène son affaire comme un charlatan, et tôt ou tard. Le pouce s'enfonça dans son oreille. La douleur fut terrible, intolérable. Richardson passa la tête par sa fenêtre et hurla. À tâtons, il cherchait son klaxon. Laissez ça tranquille, ou je vous tue, murmura la voix. Richardson laissa retomber sa main. Et vous devriez vous laver les oreilles, dit la voix. J'en ai plein le pouce, c'est tout gras. Warren Richardson commença à pleurer silencieusement. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Je vous en prie, ne me faites pas de mal, je vous en prie. C'est comme je vous l'ai dit, répliqua Sonny. Ça dépend uniquement de vous. Votre travail n'est pas de vous occuper de ce qu'on peut dire ou non de cette personne. Votre boulot, c'est de faire attention à ce que vous dites. C'est de réfléchir avant de parler la prochaine fois que vous verrez ce type du journal. Vous devez réfléchir et savoir qu'il est très facile de comprendre qui est bien informé. L'homme derrière Richardson s'était mis à halter. Vous devez savoir combien il serait facile d'enlever votre fils sur le chemin de l'école. Oh, ne dites pas ça, cria Richardson hors de lui. Ne dites pas ça, pauvre salopard. Alors il faut savoir ce que vous voulez, dit Sonny. Une élection, c'est l'affaire de tous les Américains, surtout l'année du bicentenaire. Tout le monde a sa chance. Mais personne n'a sa chance si des abrutis de votre espèce commencent à raconter n'importe quoi. L'étau se desserra, la portière arrière s'ouvrit. Oh mon Dieu, merci, pensa Richardson. Pensez-y, répéta Sonny Elliman. Mais je pense que nous nous sommes très bien compris. Oui, murmura Richardson. Mais si vous croyez qu'une certaine personne ne peut être élue en utilisant de pareilles méthodes, vous vous trompez lourdement. Non, répliqua Sonny, c'est vous qui vous trompez. Tout le monde a sa chance, et soyez sûr que vous ne serez pas oublié. Richardson ne répondit pas. Raide, derrière son volant, la nuque douloureuse, il regarda la pendule de l'hôtel de ville, comme s'il s'agissait de la seule chose demeurée intacte dans sa vie. Il était presque 5 heures moins 5, les côtelettes de porc devaient être au four. L'homme dit encore quelque chose, puis s'en alla, en allongeant le pas, ses longs cheveux raclant le col de sa chemise. Il ne se retourna pas. Arrivé au coin du bâtiment, il disparut. La dernière chose qu'il avait dite à Warren Richardson était « Lave-toi les oreilles ». Richardson tremblait, et un bon moment se passa avant qu'il ne puisse conduire. Sa première réaction fut la fureur, une fureur terrible. Et avec elle, le désir de foncer au commissariat, de raconter ce qui venait de se passer, sans oublier les menaces contre son fils. Vous devez réfléchir combien il serait facile d'enlever votre fils, avait-il dit. Mais pourquoi prendre ce risque? Ce qu'il avait dit à cet étrangleur était la pure vérité. Tout le monde dans le New Hampshire savait que Stilson faisait des affaires douteuses qui, tôt ou tard, le conduiraient en prison. Sa campagne électorale était un catalogue de conneries, et maintenant l'emploi du gros bras. Personne en Amérique ne pouvait réussir longtemps de cette manière-là, surtout pas dans la Nouvelle-Angleterre. Mais laissons à d'autres le soin de le dénoncer, un autre qui aura moins à perdre. Warren Richardson démarra, regagna sa maison et ses côtelettes de porc, et ne souffla mot de tout ça. Un autre s'en chargerait à coup sûr, oui, un autre. Un jour, peu après les premiers succès de Chuck, Johnny Smith se trouvait dans la salle de bain de la chambre des invités. Il était en train de se raser. Se regarder de près dans la glace lui faisait ces derniers jours une étrange impression, comme s'il avait à contempler l'image d'un frère aîné. De profondes rides horizontales s'étaient gravées sur son front, 2 autres encadraient sa bouche. Plus insolite encore, cette mèche blanche et le reste de sa chevelure qui commençait à grisonner. Il secoua son rasoir, le posa et entra dans le salon kitchenette. Quel luxe, pensa-t-il avec un petit sourire presque sincère. Il ouvrit la télévision, sortit un Pepsi du réfrigérateur et s'installa pour regarder les nouvelles.
Stuart Chatsworth était attendu tard dans la soirée, et demain Johnny aurait le plaisir de lui annoncer que son fils commençait à faire de réels progrès. Johnny allait voir son père à peu près tous les 15 jours. Herb était satisfait du nouveau travail de Johnny et écoutait avec intérêt tout ce qu'il lui racontait sur les Chatsworth, la maison dans l'agréable ville universitaire de Durham, les problèmes de Chuck. Et Johnny, en retour, écoutait son père lui parler du travail bénévole qu'il allait faire chez Charlène Mackenzie dans les environs de New Gloucester. Feu, son mari, avait été docteur, mais pas du tout bricoleur. Charlène et Vera avaient été amies avant que Vera ne sombre dans sa folie douce. Le mari de Charlène était mort en 1973 et la maison s'écroulait autour d'elle. J'y suis allé samedi, dit Herb, et elle m'a invité à dîner. Je dois dire qu'elle est meilleure cuisinière que toi, Johnny. Oh, sûrement, et plus agréable à regarder aussi, dit Johnny. Oh, c'est vrai, répondit Herb. C'est une femme agréable à regarder, mais sans plus. Il n'y a qu'un an à peine que ta mère est morte. Johnny estimait pourtant qu'il y avait peut-être quelque chose de plus, et il en était secrètement heureux. Il n'aimait pas l'idée de voir son père vieillir seul. Walter Cronkite présentait les nouvelles télévisées de la soirée. Maintenant que les primaires étaient terminées, la désignation de Jimmy Carter par le Parti démocrate se précisait. La cote de Ford semblait décliner chez les républicains. Dans ses rares lettres, Sarah Hazlett écrivait « Walt croise les doigts, même ceux des pieds, pour Ford. Candidat au poste de sénateur, il pense déjà à sa queue de pie, et il prétend que dans le Maine du moins, Reagan n'a aucune chance. » Pendant la période où il travaillait au restaurant à Kittery, Johnny avait pris l'habitude de descendre 2 fois par semaine à Dover ou Portsmouth ou d'autres petites villes du New Hampshire. Tous les candidats à la présidence s'y agitaient. C'était l'occasion unique de rencontrer ceux qui menaient le pays, sans cette cohue de services de sécurité qui les entourerait plus tard. C'était devenu un passe-temps, et quand les élections seraient terminées dans l'État, les candidats partiraient pour la Floride sans jeter un seul regard en arrière. Bien sûr, en cours de route, certains enterreraient leurs ambitions politiques entre Portsmouth et Kinney. Johnny ne s'était jamais intéressé à la politique, sauf pendant la guerre du Vietnam. Il se mit pourtant à assister aux réunions électorales. L'affaire de Castle Rock et son don particulier, ou sa disgrâce comme on voudra, y étaient sûrement pour quelque chose. Il serra la main de Maurice Hadal, Henry Jackson. Fred Harris lui administra une tape dans le dos. Ronald Reagan lui donna une rapide et adroite double poignée de main en lui disant « Descendez dans l'arène et aidez-nous !» Et Johnny avait acquiescé, ne voyant pas de raison de contrarier M. Reagan. Il avait bavardé avec Sarge Shriver à l'entrée du monstrueux Nowington Hall pendant près d'un quart d'heure. Shriver, les cheveux fraîchement coupés, sentant l'aftershave et peut-être le désespoir, n'était accompagné que d'un secrétaire, les poches pleines de tracts, et d'un homme du service secret qui grattait furtivement son acné. Shriver avait paru inhabituellement heureux d'être reconnu. Une minute ou deux avant que Johnny ne le quitte, un candidat, à la recherche d'un bureau, s'était approché de Shriver et lui avait demandé de signer sa nomination. Shriver avait souri gentiment. Johnny n'avait rien ressenti de vraiment particulier au contact de ces célébrités, bien qu'il ait vu la plupart des prétendants, à l'exception du président Ford. Johnny n'avait ressenti qu'une fois cette soudaine et électrisante connaissance qu'il associait à l'incendie d'Eileen Magone, et d'une manière tout à fait différente à Frank Dodd. Il était 7h15 du matin. Johnny était descendu à Manchester dans sa vieille Plymouth. La veille, il avait travaillé de 10h du soir à 6h ce matin même. Il était fatigué, mais l'aube calme de l'hiver était trop belle pour qu'il aille dormir. De plus, il aimait Manchester, ses rues étroites, ses vieilles maisons de briques, ses filatures alignées au long du fleuve. Il ne cherchait pas spécialement à rencontrer une personnalité politique ce matin-là. Il songeait plutôt à flâner dans les rues avant qu'elles ne soient envahies par la foule et que le charme glacé et silencieux de février ne soit rompu. Il rentrerait alors à Kittery. Au détour d'une rue, il se trouva devant 3 voitures banalisées, arrêtées devant une fabrique de chaussures. Debout près de la porte, au milieu d'une foule tumultueuse de gardes du corps, se tenait Jimmy Carter, serrant les mains des hommes et des femmes qui partaient au travail. Ils portaient leurs gamelles ou toute autre affaire dans de grands sacs de papier. Emmitouflés dans de gros manteaux, les yeux encore ensommeillés, ils exhalaient de vrais nuages blancs quand ils respiraient. Et Carter avait un mot pour chacun, et son sourire ne manquait pas de charme. Johnny se gara un peu plus loin et revint vers la porte de l'usine. Ses chaussures faisaient crisser la neige sous ses pas. L'agent du service secret le jaugea, puis l'oublia, ou du moins en donna l'impression.
Je voterai pour celui qui supprimera les taxes, disait un homme, portant un vieux parka, dont une manche semblait avoir été brûlée par des gouttelettes d'acide de batterie. Ces maudites taxes me tuent. Je ne plaisante pas, avait ajouté l'homme. Nous verrons ce que nous pourrons faire, répondit Carter. Les taxes seront une de nos priorités quand je serai à la Maison-Blanche, ajouta-t-il avec une confiance en l'avenir qui frappa Johnny. Le regard de Carter, brillant et d'un bleu quasi artificiel, se posa sur Johnny. Bonjour, lança-t-il. Bonjour, monsieur Carter, répondit Johnny. Je ne travaille pas ici, je passais et je vous ai vu. Je suis heureux que vous vous soyez arrêté, répondit Carter. Je me présente comme candidat à la présidence. Je sais, dit Johnny. Carter tendit une main que Johnny serra. J'espère que vous, commença Carter, dont le regard se fit inquisiteur. Les deux hommes se fixèrent interminablement. Le type des services secrets n'appréciait pas. Il s'approcha de Carter et déboutonna vivement son manteau. Derrière eux, à des milliers de kilomètres derrière eux, la sirène de la manufacture de chaussures se mit à hurler sur une longue note monotone. Johnny relâcha la main de Carter. Les deux hommes se regardaient, toujours aussi fixement. Que s'est-il passé demanda doucement Carter. Vous ne devez pas rester là, dit tout à coup le type des services secrets, en posant une main sur l'épaule de Johnny, une main lourde. Oh, ça va, dit Carter. Vous serez président, ajouta Johnny. La main de l'agent de sécurité se fit plus légère sur l'épaule de Johnny, qui n'aimait pas son regard. Yeux d'assassin, de fou, froid et étrange. Et si le type glissait la main dans la poche de son manteau, en regardant dans sa direction, c'est que derrière son évaluation de la situation, une litanie affolante se répétait. Robert Kennedy, Robert Kennedy. J'espère, avait répondu Carter. Ça viendra très vite, reprit Johnny. Plus vite que vous ne le pensez. Vous gagnerez. Carter le regarda avec un demi-sourire. Vous avez une fille, reprit Johnny. Elle ira à l'école à Washington. Elle ira à... Le nom de l'école était celui d'un esclave affranchi, mais Johnny ne le trouva pas. Je vais vous demander de circuler, dit l'agent secret. Carter lui jeta un coup d'œil et l'agent s'écrasa. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, coupa Carter. Un peu déconcertant, mais très agréable. D'un seul coup, Johnny refit surface. Le trouble était passé. Il était à nouveau conscient du froid ambiant. Bonne journée, souhaita-t-il faiblement. Oui, à vous aussi, répondit Carter. Et il rejoignit sa voiture, sentant le regard du type des services secrets fixé sur lui. Peu de temps après, Carter remporta les primaires dans le New Hampshire. À la télé, Walter Cronkite en termina avec la politique intérieure et aborda la guerre civile libanaise. Johnny leva son verre de Pepsi et dit « À ta santé, Walt ». On frappa légèrement à la porte. « Entrez », dit Johnny, s'attendant à voir entrer Chuck. Mais ce n'était pas le fils, c'était le père. « Bonjour, Johnny », dit-il. Il portait un vieux jean et une chemise de sport. « Puis-je entrer ?»« Oh, bien sûr », répondit Johnny. « Je pensais que vous deviez rentrer plus tard. »« Shelley m'a appelé, » répondit Stuart. Il entra et referma la porte. Chuck est allé la voir, et il a éclaté en sanglots en lui annonçant que vous aviez réussi. Il lui a dit qu'il pensait que maintenant tout irait bien. Johnny reposa son verre. Oui, nous avons trouvé une méthode, dit-il. Et Chuck est venu me chercher à l'aéroport, reprit Stuart. Je ne l'ai jamais vu comme cela depuis qu'il a eu 10 ou 11 ans, quand je lui ai offert la 22 qui l'attendait depuis 5 ans. Il m'a lu un article de journal, les progrès sont presque incroyables, et je suis venu vous remercier. Il faut remercier Chuck, dit Johnny. C'est un garçon plein de bonne volonté. Ce qui lui arrive est très positif. Il s'est fait à l'idée qu'il pouvait y arriver, et il persévérera. Stuart s'assit. À votre avis, pourra-t-il passer ses examens ? Je ne sais pas, répondit Johnny. Je détesterais le voir jouer et perdre, et les examens sont une loterie. Avez-vous pensé à l'inscrire à des cours préparatoires ou à l'envoyer dans un endroit comme Pittsfield Academy ? Nous l'avons envisagé, répondit Stuart, mais franchement toujours comme un dernier recours. Parce que c'est une des choses qui ont perturbé Chuck, dit Johnny. Cette sensation de devoir vaincre ou mourir. Mais je n'ai jamais fait pression sur Chuck, dit Stuart. Non, bien sûr, je le sais, et lui aussi, répondit Johnny. Mais vous êtes un homme riche, diplômé, à qui tout réussit, etc. Et Chuck a l'impression d'être engagé dans un combat perdu d'avance. Mais je n'y peux rien, dit Stuart.
Oui, mais je pense qu'une année préparatoire, loin de la maison, l'aiderait à prendre du recul, reprit Johnny. De plus, il veut commencer à travailler dans l'une de vos usines l'été prochain. S'il était mon fils, et si les usines m'appartenaient, je le laisserais faire. Chuck veut faire ça demanda Stuart. Mais il ne m'en a jamais parlé. Ah, parce qu'il ne voulait pas que vous le preniez pour un lèche-botte, peut-être, dit Johnny. C'est lui qui vous l'a dit demanda Stuart. Oui, répondit Johnny. Il souhaite le faire parce qu'il pense que l'expérience pratique l'aidera par la suite. Il veut marcher sur vos traces, monsieur Chatsworth. En fait, Johnny mentait un peu. Chuck avait fait allusion à ces choses, mais n'avait jamais été aussi direct que Johnny le laissait entendre à Stuart Chatsworth. Johnny l'avait sondé de temps à autre et avait obtenu des indications. Il avait aussi examiné les photos que Chuck gardait dans son portefeuille et mesuré toute l'admiration que ce dernier portait à son père. Il y avait des choses qu'il ne pourrait jamais dire à cet homme assis en face de lui, indéniablement charmant, mais froid et distant. Chuck idolâtrait son vieux. Sous ses dehors détendus, assez semblables à ceux de son père, le garçon était dévoré par la conviction secrète qu'il ne pourrait jamais se mesurer à lui. Son père s'était bâti un empire dans les manufactures de textiles de la Nouvelle-Angleterre. Il croyait que pour mériter son amour, il lui faudrait déplacer d'aussi grosses montagnes, faire du sport, aller à l'université et savoir lire. Et qu'en savez-vous exactement demanda Stuart. J'en suis convaincu, dit Johnny. Je vous serais reconnaissant de ne jamais en parler à Chuck. Ce sont ces petits secrets que je vous dévoile. Très bien, dit Stuart. Chuck, sa mère et moi, nous allons envisager la question de l'année préparatoire. Mais en attendant, ceci est pour vous. Il sortit une simple enveloppe commerciale et la tendit à Johnny. Qu'est-ce que c'est demanda-t-il. Ouvrez et vous verrez bien, dit Stuart. Johnny l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un chèque de 500 $. Oh, mais je ne peux pas accepter cela, dit Johnny. Mais si vous le pouvez, et vous le ferez, dit Stuart. Je vous avais promis une prime si vous réussissiez, et je tiens mes promesses. Et il y en aura une autre quand vous partirez. Vraiment, monsieur Chatsworth fit Johnny. Écoutez-moi, Johnny, commença Stuart. Il se pencha en avant, avec un sourire étrange, et tout à coup Johnny devina, sous ses dehors agréables, l'homme qui était à l'origine de cette maison, de ces terres, de cette piscine et de ces usines. Sans oublier la phobie de la lecture de son fils, signe d'une névrose et sans doute conséquence de l'autorité du père. Mon expérience, Johnny, m'a prouvé que 95% des gens étaient des larves, 1% des saints et 1% des salopards. Les 3% qui restent sont des gens qui font de leur mieux. Je fais partie de ces 3%, et vous aussi. Vous méritez cet argent. J'ai des employés à l'usine qui gagnent 11 000 $ par an à ne rien faire, ou presque. Mais je ne suis pas un défaitiste, je suis un actif. Ce qui signifie que je comprends ce qui fait bouger le monde. L'essence, c'est une dose d'octane pour 9 de merde. Et vous n'êtes pas un imbécile, alors mettez cet argent dans votre portefeuille et essayez de vous estimer à votre juste valeur. Très bien, dit Johnny. J'en ferai bon usage, vous pouvez me croire. Peut-être les honoraires des médecins demanda Stuart. Johnny regarda Stuart Chatsworth d'un œil aigu. Je sais tout de vous, précisa ce dernier. Croyez-vous que je ne me sois pas renseigné avant de vous confier mon fils? Alors, vous savez pour... commença Johnny. Oui, vous passez pour être un médium ou quelque chose d'approchant, le coupa Stuart. Vous avez contribué à dénouer une affaire criminelle dans le Maine. Enfin, c'est ce que prétendent les journaux. Vous deviez obtenir un poste de professeur en janvier dernier, mais ils vous ont laissé tomber quand votre nom est apparu dans les journaux. Alors vous saviez, mais depuis quand demanda Johnny. Avant que vous ne veniez ici, répondit Stuart. Et vous m'avez tout de même engagé? Eh oui, je voulais un précepteur, n'est-ce pas? Vous aviez l'air tout à fait capable, et je crois que j'ai fait le bon choix en m'assurant de vos services. Merci, dit Johnny d'une voix enrouée. Oh, ne me remerciez pas, c'est inutile. Tandis qu'il parlait, Walter Cronkite en avait terminé avec les nouvelles importantes de la journée et en était aux faits divers. Les électeurs du New Hampshire, commença-t-il, ont un nouveau candidat indépendant cette année. Oh, écoutez ça, dit Chatsworth penché en avant, les mains pendant entre ses genoux, un sourire sur les lèvres. Johnny regarda à son tour l'écran. Greg Stilson, poursuivait Cronkite, 43 ans, fonctionnaire de l'État, est en train de mener la campagne la plus originale de l'année 1976. Le candidat républicain, Harrison Fisher, et son rival démocrate David Bowes sont inquiets. Les sondages donnent à Greg Stilson une avance confortable. George Herman nous a fait un compte-rendu.
Et qui est ce Stilson demanda Johnny. Chatsworth se mit à rire. Oh, vous devriez voir ce type, Johnny, c'est un fou. Mais je crois que l'électorat modéré du 3e district le conduira à Washington en novembre. Il démarre sur les chapeaux de roue et son succès me paraît acquis. Sur l'écran, un beau jeune homme en chemise blanche à col ouvert s'adressait à une petite foule du haut d'une estrade, dans le parking pavoisé d'un supermarché. Il haranguait une foule plutôt indifférente. La voix de George Herman s'éleva. Voici David Bowes, le candidat démocrate faisant campagne pour le siège du 3e district du New Hampshire. Bowes s'attendait à un rude combat parce que le 3e district du New Hampshire n'a jamais voté démocrate, même en 1964. Mais il s'attendait à trouver un adversaire en la personne de... Sur l'écran apparut un homme de 65 ans. Il prenait la parole lors d'un dîner de bienfaisance. La réunion avait un côté confortable, correct et légèrement constipé, propre aux hommes d'affaires qui font partie du Parti républicain. L'orateur ressemblait à Edward Gurney, sans en avoir toutefois la robuste minceur. « Et voici Harrison Fisher », annonça le journaliste. « Les électeurs du 3e district l'ont régulièrement désigné tous les 2 ans depuis 1960. C'est une personnalité importante qui siège dans 5 comités et assure bon nombre de présidences. On s'attendait à ce qu'il batte le jeune Bowes sans difficulté, mais ni Fisher ni Bowes n'avaient compté avec l'imprévisible. Et voici l'imprévisible. » L'image changea. « Seigneur !» s'exclama Johnny. Derrière lui, Chatsworth éclata de rire en se tapant sur les cuisses. Ici, pas de foule compassée sur le parking d'un supermarché, ni réunion dans une salle élégante du Hilton de Portsmouth. Greg Stilson se tenait sur une estrade en plein air à Ridgeway, sa ville d'adoption. Derrière lui, la statue d'un soldat, l'arme à la main, le képi rabattu sur les yeux. Les rues étaient bouchées et envahies par une foule exubérante où les jeunes étaient majoritaires. Stilson portait un jean et une vieille chemise militaire. Brodé sur une des poches, on pouvait lire « Donner une chance à la paix ». Sur la tête, un casque d'ouvrier de chantier, porté de façon nonchalante, avec un autocollant représentant le drapeau vert des écologistes américains collé sur le devant. À ses pieds, un bac en acier inoxydable. De 2 haut-parleurs s'élevait la voix de John Denver qui chantait « Dieu merci, je suis un gars de la campagne ». « Qu'est-ce que c'est que ce bac ?» s'étonna Johnny. « Oh, vous allez voir, » répondit Stuart, toujours en proie au fou rire. « La surprise, la voilà. Voici Gregory Amas Stilson, 43 ans, ancien vendeur de Bibles, ancien peintre en bâtiment en Oklahoma, où il passa sa jeunesse. C'est un faiseur de pluie, un sorcier. »« Un faiseur de pluie ?» reprit Johnny, stupéfait. « Oui, » rétorqua Stuart. « S'il est élu, nous aurons de la pluie à volonté. » John Denver termina sa chanson par un hurlement que la foule reprit en chœur. Stilson commença à parler d'une voix violente, une voix qui mit Johnny mal à l'aise. Aiguë, heurtée, celle d'un prédicateur fanatique. Il postillonnait en parlant. « Que ferons-nous à Washington ? Pourquoi voulons-nous aller à Washington ?» rugit Stilson. « Quel est notre programme ? Notre programme se compose de 5 points. Amis et voisins, 5 points bien connus. Et quels sont-ils ? Premièrement, foutre les bons à rien à la porte. » Un rugissement d'approbation s'éleva de la foule. Quelqu'un jeta une double poignée de confettis en l'air et un autre hurla « Yahoo !» Et savez-vous pourquoi je porte ce casque, amis et voisins ? Je vais vous le dire. Je le porte parce que quand vous m'aurez envoyé à Washington, je leur rentrerai dedans, comme ça. Et sous les yeux ahuris de Johnny, Stilson baissa la tête et se mit à charger l'estrade comme un taureau, tout en poussant des cris aigus. Stuart Chatsworth était écroulé de rire. La foule délirait. Stilson recommença sa charge, puis enleva son casque qu'il jeta à la foule. Une émeute s'ensuivit quasiment. « Deuxièmement, » hurla Stilson dans le micro, « nous mettrons dehors tous ceux qui, au gouvernement, du plus gros au plus petit, passent leur temps au pieu avec une pute qui n'est pas leur femme. S'ils veulent coucher avec des putes, ils ne doivent pas le faire avec les deniers publics. »« Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» s'inquiéta Johnny. « Oh, il s'amuse, » dit Stuart. « Il adore faire monter la pression, » expliqua-t-il en essuyant ses larmes de joie. Johnny aurait bien voulu s'amuser autant que lui. « Troisièmement, » grondait Stilson, « nous balancerons la pollution dans l'espace. Dans de grands sacs en plastique, on l'enverra sur Mars ou Jupiter ou sur les anneaux de Saturne. Nous aurons un air pur, une eau pure, et tout ça dans les 6 mois. » La foule était au paroxysme de la joie, et Johnny remarqua bien des gens littéralement morts de rire, tout comme Stuart Chatsworth. « Quatrièmement, nous aurons tout le gaz et l'essence dont nous avons besoin.
Nous allons cesser de faire joujou avec les Arabes. Il n'y aura plus de vieilles gens qui mourront de froid quand viendra l'hiver, comme l'année dernière. » Cette remarque provoqua une tempête d'applaudissements. L'hiver précédent, en effet, une vieille femme de Portsmouth avait été retrouvée morte de froid dans son appartement, vraisemblablement parce que le gaz lui avait été coupé pour non-paiement. « Nous avons du muscle, amis et voisins. Nous pouvons le faire. Y a-t-il quelqu'un ici pour dire que c'est impossible ?»« Non !» hurla la foule. « Et pour finir, » poursuivit Stilson en s'approchant du bac métallique, il écarta le couvercle et un nuage de vapeur s'en échappa. « Pour finir, des saucisses !» Et il plongea ses deux mains dans le récipient et en ressortit des poignées de saucisses qu'il jeta à la foule. Il recommença à plusieurs reprises. Les saucisses pleuvaient. Il y en avait pour tous, les hommes, les femmes et les enfants. « Et quand vous m'aurez envoyé à la Chambre des représentants, vous pourrez dire que les choses changeront, enfin !» L'image montrait maintenant une équipe de jeunes chevelus qui démontaient l'estrade. George Herman résuma. Le candidat démocrate David Bowes qualifie Stilson de plaisantin qui perturbe le jeu démocratique. Harrison Fisher est plus sévère dans son jugement. Il dénonce en Stilson un cynique guignol qui considère les élections comme une farce de carnaval. Il en parle comme de l'unique candidat et le seul membre du parti des saucisses, mais les faits sont là. Les derniers sondages du New Hampshire annoncent David Bowes 20%, Harrison Fisher 36% et Greg Stilson 42%. Bien sûr, les élections sont encore loin et les choses peuvent changer. Mais pour l'instant, Greg Stilson a conquis les cœurs, sinon les esprits des électeurs du 3e district du New Hampshire. Herman apparut à l'écran. Il leva une main qui tenait une saucisse et il en croqua un morceau. C'était George Herman, CBS, à Ridgeway, New Hampshire. Walter Cronkite fit sa réapparition dans le studio. « Des saucisses, gloussa-t-il. Ainsi vont les choses ?» Johnny se leva et ferma brusquement la télévision. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il. Ce type est vraiment candidat? Ce n'est pas une plaisanterie ?»« Une plaisanterie ?» reprit Stuart. « C'est une question d'appréciation personnelle, dit-il en riant. Mais il est certain qu'il se présente. Je suis moi-même un républicain convaincu, et je dois admettre que ce Stilson ne m'est pas antipathique. Il a engagé une demi-douzaine de motards comme garde du corps, de vrais brutes, mais pas du tout du genre ange de l'enfer, il les a convertis. » Des loupards convertis en équipe de sécurité, Johnny n'y croyait pas. Une expérience de ce genre avait déjà été tentée quand les Rolling Stones avaient donné un concert à Altamont Speedway en Californie, et les choses avaient mal tourné. « Et les gens acceptent cette équipe de crétins motorisés ?» demanda Johnny. « Ce ne sont pas tout à fait des crétins, » répondit Stuart. « Ils se montrent corrects maintenant, et Stilson a la réputation de savoir s'y prendre avec les mômes à problème. » Johnny grogna sa désapprobation. « Vous le voyez là, en train de gesticuler, » reprit Stuart, « semblable à un clown. À chaque réunion, il charge l'estrade, lance un casque à la foule. Il a déjà dû en lancer une centaine. De même avec les saucisses. Mais c'est un clown. Et après? Peut-être les gens attendent-ils cela? Ils ont envie de se détendre de temps en temps. On ne parle que du pétrole, de l'inflation galopante. Les impôts n'ont jamais été aussi lourds, et apparemment, nous sommes prêts à élire un casse-noisette de Géorgie, débile léger, président des États-Unis. Alors les gens veulent rire. Mieux, ils veulent faire un pied de nez à cette élite politique qui semble incapable de résoudre quoi que ce soit. Et Stilson est inoffensif. « Il est un peu dingue tout de même, » estima Johnny. « Oui, nous avons toutes sortes de politiciens dingues, » dit Stuart. « Dans le New Hampshire, nous avons Stilson. Il veut se frayer un chemin à coups de saucisses jusqu'à la Chambre des représentants. Et alors? En Californie, ils ont Hayakawa qui entre au Sénat en faisant des claquettes. Et vous trouvez normal que les gens du 3e district élisent l'idiot du village pour les représenter à Washington ?» demanda Johnny. « Oh, vous n'y êtes pas, » répondit patiemment Stuart. « Mettez-vous à la place de l'électeur, Johnny. Les gens du 3e district sont pour la plupart des cols bleus et des commerçants. Ils voient en David Bowes un jeune homme aux dents longues qui essaie de se faire élire sur la base de quelques discours habiles et d'une vague ressemblance avec Dustin Hoffman. Ils sont censés penser que c'est un homme du peuple parce qu'il porte des blue jeans. Maintenant, prenez Fisher. J'ai organisé des souscriptions pour lui et les autres candidats républicains dans cette partie du New Hampshire. Il est resté en poste si longtemps qu'il s'imagine sans doute que le dôme du Capitole s'écroulerait s'il n'était pas réélu. Il n'a jamais eu une seule idée originale de toute sa vie, aucune tache sur son nom parce qu'il est trop bête pour être malhonnête. Toutefois, il sera peut-être éclaboussé par cette histoire de scandale immobilier. Ses discours sont aussi passionnants qu'un catalogue de grossistes en plomberie.
Et l'idée que Harrison Fisher puisse faire quelque chose pour les électeurs est tout simplement ridicule. Et tout le monde le sait. Mais alors, la réponse à tout cela, c'est d'élire un cinglé demanda Johnny. Chatsworth sourit avec indulgence. Parfois, ces cinglés font du bon travail, dit-il. Mais même si Stilson se révélait être aussi fou à Washington qu'à Ridgeway, il ne sera en poste que pour 2 ans. En 1978, ils le renverront et le remplaceront par un nouveau venu qui aura compris la leçon. La leçon fit Johnny. Stuart se leva. Oui, ne pas se foutre du monde trop longtemps, voilà la leçon. Adam Clayton Powell l'a compris, Agnew et Nixon également. C'est simple, ne vous payez pas la tête des gens trop longtemps. Il jeta un coup d'œil sur sa montre. Mais allons prendre un verre, Johnny. Shelley et moi devons sortir ce soir. Mais nous trouverons bien le temps de trinquer en votre compagnie. Johnny eut un sourire et se leva. Puisque vous me tordez le bras, je ne peux qu'accepter, répondit-il. À la mi-août, Johnny se retrouva seul à occuper le domaine des Chatsworth. Go-Fat jouissait d'un appartement de fonction au-dessus du garage. La famille Chatsworth était à Montréal pour 3 semaines de vacances, avant la rentrée scolaire et la réouverture de l'usine. Stuart avait laissé à Johnny les clés de la Mercedes de sa femme. Il s'en servait pour se rendre chez son père à Pownal, avec l'illusion d'être un parmi des grands de ce monde. Les relations de son père avec Charlene Mackenzie étaient entrées dans la phase séduction. Herb, du reste, n'osait plus prétendre que son seul intérêt pour cette personne se confondait avec sa conscience professionnelle. La maison qu'il lui avait construite n'allait-elle pas s'écrouler? Tout ça rendait Johnny un peu nerveux, et après 3 jours de purgatoire, il regagna la demeure des Chatsworth, y reprit ses lectures, sa correspondance, et profita de sa tranquillité. Il était posé sur une bouée en forme de fauteuil, dérivant au milieu de la piscine, buvant un 7-Up et lisant le New York Times Review, quand Go s'approcha du bord du bassin et trempa son pied dans l'eau. « Ah, dit-il, c'est mieux !» Il sourit à Johnny. « Tranquille, hein ?»« Oui, très, dit Johnny. Et comment vont les cours d'instruction civique, Ngo ? »« Très bien. Samedi, nous allons faire une excursion. La première, c'est intéressant. Toute la classe y va. » Johnny sourit à l'idée de toute une classe allant fumer de l'herbe en piétinant la fleur américaine. « Puis nous irons à une réunion électorale à Trimble. Ce sera instructif. »« Certainement, dit Johnny. Et qui allez-vous voir ? » Greg Stier. Il s'arrêta et reprit après s'être concentré. Greg Stilson. Il se présente comme candidat indépendant à la Chambre représentant. Oui, j'ai entendu parler de lui, dit Johnny. Mais avez-vous eu des précisions à son sujet lors de vos cours, Ngo ? Oui, il est né en 1933 et exercé nombreux métiers. Il est venu dans New Hampshire en 64. Notre professeur nous dit qu'il est ici depuis assez longtemps pour être un candidat valable. Mais vous ne trouvez pas Stilson un peu bizarre ? Demanda Johnny. Pour un Américain, peut-être. Mais en Vietnam, on trouve beaucoup comme lui. Des gens qui sont... Il s'assit et réfléchit un moment, agitant son petit pied dans l'eau bleue de la piscine. Je ne trouve pas le mot en anglais pour dire ce que je veux dire. Il y a un jeu auquel se livrent les gens dans mon pays qui s'appelle le rire des tigres. C'est très ancien et apprécié, comme votre baseball. Un enfant se déguise en tigre, il revêt une peau et les autres enfants essayent de l'attraper pendant qu'il court et danse. L'enfant dans sa peau rit, mais gronde aussi et mord, parce que c'est le jeu. Dans mon pays, avant l'arrivée des communistes, de nombreux chefs de village jouaient au rire du tigre. J'y crois que c'est Stilson connaît aussi le jeu. Johnny regarda Ngo étonné. Ngo n'avait pas l'air surpris du tout, il souriait. Aussi, allons-nous voir par nous-mêmes, après notre pique-nique. Moi, j'ai fait des pâtés impériaux, j'espère qu'ils seront bons. Ça s'annonce bien, dit Johnny. Ah, ce sera très bien, conclut Ngo en se levant. Après les cours, nous raconterons ce que nous avons vu à Trimble. Peut-être ferons-nous une composition. Les compositions écrites sont plus faciles parce qu'on a le temps de chercher mots justes. Oui, parfois il est plus facile d'écrire, dit Johnny. Ngo sourit. Comment marche pour Chuck ? Bien, répondit Johnny. Bien. Oui, il est heureux maintenant. Il fait plus semblant. C'est un gentil garçon. Allez, au revoir Johnny, je vais faire la sieste. Il regarda Ngo s'éloigner, petit, mince et souple, dans son blue jean et sa chemise de coton. L'enfant dans la peau d'un tigre gronde aussi et mord, parce que c'est le jeu. Et ce Stilson, je crois qu'il connaît le jeu.
Ce léger malaise à nouveau. Il rouvrit son livre, mais l'article dont il avait entamé la lecture ne l'intéressait plus. Trimble était à moins de 30 miles. Peut-être y ferait-il un saut samedi, voir Greg Stilson en personne, assister au spectacle, et peut-être lui serrer la main. Pourquoi pas? Les hommes politiques étaient devenus plus ou moins son passe-temps cette année. Qu'y avait-il d'extraordinaire à en voir un de plus? Penser à Greg Stilson le faisait penser à Frank Dodd, mais c'était ridicule. Il ne pouvait rien ressentir pour Stilson, puisqu'il ne l'avait vu qu'à la télé. Enfin, peut-être irait-il, peut-être pas. Ou bien irait-il plutôt à Boston, voir un film? Un étrange sentiment d'effroi s'était emparé de lui alors qu'il regagnait la maison. D'une certaine façon, c'était un sentiment familier de ce que l'on est secrètement. Oui, samedi, il irait à Boston, cela valait mieux. Après coup, quand Johnny repensa à cette journée, il fut incapable de se rappeler exactement le comment du pourquoi de sa présence à Trimble. Il avait décidé de se rendre à Boston, d'aller éventuellement à Cambridge fouiner chez les bouquinistes, s'il lui restait assez d'argent. Il avait envoyé 400 $ à son père, prélevés sur la prime versée par Chatsworth. Une goutte d'eau dans l'océan, si l'on tenait compte de ses dettes. Il envisageait d'aller au cinéma Orson Welles voir un film musical reggae, The Harder They Come. Il faisait un temps magnifique, clair et doux, le type même d'un beau jour d'été dans le New Hampshire. Il se rendit dans la cuisine et se prépara 3 gros sandwichs, jambon et fromage. Il les rangea dans un panier de pique-nique qu'il trouva dans un placard et compléta le tout avec un paquet de Six Tuborg. Jusque-là, tout s'était parfaitement déroulé. Pas une pensée pour Greg Stilson. Il rangea le panier dans la Mercedes, s'y installa à son tour et prit la direction du sud. Oui, tout allait bien. Puis il commença à gamberger. Il pensa à sa mère sur son lit d'hôpital, visage déformé, mains crispées comme des cerfs sur le couvre-lit, voix comme étouffée par un bâillon. Johnny mit la radio. Un vieux bon rock jaillit des haut-parleurs de la voiture. S'il avait dormi 4 ans et demi, le rock, lui, ne s'était pas assoupi. Il se mit à chanter, suivant le tempo. « Y a du boulot pour toi, cherche pas à te défiler. » À peu de choses près, les propos que sa mère lui avait tenus. « Ne te cache pas dans une cave. » La bretelle d'accès fut en vue, puis dépassée. Il était perdu dans ses pensées et venait de la manquer. Ses vieux démons revenaient à la charge. Bon, à la première occasion, il ferait demi-tour. « Ne te cache pas, Johnny. »« Oh, assez, murmura-t-il. Il fallait se sortir ça de l'esprit, un point c'est tout. Sa mère était folle, folle de religion. Dans la constellation Orion, des anges conduisaient des soucoupes volantes. À sa manière, Greg Stilson était aussi cinglé qu'elle. Oh, mais pour l'amour de Dieu, ne plus penser à ce type. Et quand vous aurez envoyé Greg Stilson à la Chambre des représentants, vous commanderez des saucisses. Enfin, quelqu'un qui fait bouger les choses. Il rejoignit la route 63. En tournant à gauche, il se dirigeait vers Concorde, Berlin, Riedersmill et Trimble. Johnny prit le virage sans même s'en rendre compte, ses pensées étaient ailleurs. Stuart Chatsworth s'était moqué de Greg Stilson. « C'est un clown, Johnny. Et si Stilson n'était que cela, un doudingue ne serait pas grave. Une feuille vierge sur laquelle les électeurs inscriraient « Vous êtes tous tellement minables que nous allons élire ce fou. » C'était sans nul doute ce qu'était Stilson, un fou inoffensif. Aucune raison de l'associer à la folie destructive de Frank Dodd. Et pourtant, Johnny sentait une similitude entre ces deux hommes. L'embranchement était en vue, à gauche Berlin et Riedersmill, à droite Trimble et Concorde. Johnny prit à droite. Mais quel mal peut-il y avoir à lui serrer la main? Aucun. Un politicien de plus à sa collection. Certains collectionnaient les timbres, d'autres des pièces de monnaie. Johnny Smith collectionnait les poignées de main d'hommes politiques. Et tu dois l'admettre, tu cherches à prouver quelque chose. Cette idée le frappa si brusquement qu'il fit faire une embardée à la voiture. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il y surprit son image. De son visage, l'expression n'était ni heureuse ni détendue. Il arborait cette expression qu'il avait eue le jour de la conférence de presse, le jour où il avait rampé dans la neige à Castle Rock. Blême, les yeux cernés, les traits tirés. Non, ce n'est pas vrai. Mais si, ça l'était. Maintenant, il ne pouvait plus le nier. Au cours des 23 premières années de sa vie, il avait serré la main d'un seul homme politique, Ed Muskie, venu parler à l'université en 1966. Pendant ces 7 derniers mois, il avait donné plus d'une douzaine de poignées de main, et aucune ne l'avait particulièrement marqué.
Alors qui est ce type? Et que va-t-il me dire? Ne ressemble-t-il pas à Frank Dodd? Oui, peut-être, c'était vrai. À part Carter, aucun candidat ne lui avait fait forte impression. Pourtant, serrer la main de Carter ne lui avait pas procuré une sensation d'affolement identique à celle ressentie lorsqu'il avait découvert Stilson à la télé. Stilson devait connaître le rire du tigre. Il avait en quelque sorte perfectionné les règles du jeu. Sous la peau du tigre, un homme. Oui, mais dans l'homme, un fauve. Bref, Johnny s'était retrouvé en train de dévorer ses sandwichs dans un jardin public de Trimble. Il était arrivé peu après midi et avait vu sur un tract, collé sur un panneau indicateur, que la réunion se tiendrait à 3 heures. Il fit un tour dans le parc, pensant pouvoir choisir sans problème une bonne place, mais il y avait déjà beaucoup de monde occupé à étendre des couvertures et à étaler les provisions des pique-niques. Des hommes s'affairaient sur une estrade. 2 d'entre eux décoraient des montants qui arrivaient à hauteur de poitrine avec des drapeaux. Un autre, grimpé sur une échelle, accrochait des bandes de papier crépon aux couleurs vives. D'autres encore installaient la sonorisation. Et comme Johnny l'avait prévu, ce n'était pas de la camelote. Les haut-parleurs étaient placés de manière à couvrir avec un maximum d'efficacité le jardin public. Les accompagnateurs, qui ressemblaient toujours selon Johnny à des routards mettant en place la sono des Eagles ou des Jails, accomplissaient leur besogne avec une virtuosité de professionnels. Tout cela donnait un sentiment de compétence qui ne cadrait pas avec l'image de l'aimable sauvage de Bornéo entretenu par Stilson. La moyenne d'âge des spectateurs tournait aux alentours de la vingtaine, entre 15 et 35 ans. Ils s'amusaient. Des bébés trottinaient, les femmes bavardaient et riaient entre elles. Les hommes buvaient de la bière, les chiens bondissaient, cavalant après ce qu'on leur lançait, et le soleil chauffait doucement le décor. « Essai !» lança avec nonchalance un des hommes de l'estrade placé devant un micro. « Essai 1, essai 2 !» Un des haut-parleurs fit entendre un bruit de grésillement. Le type du podium demanda qu'on le déplace. « Essai 1, essai 2, 1, 2, 1, 2 !» On plaçait les haut-parleurs avec moult précautions, remarqua Johnny. On ne se contentait pas de les fixer au petit bonheur. Stilson était un écologiste notoire et on avait recommandé à son équipe de ne pas abîmer les arbres du parc. L'opération donnait le sentiment d'avoir été pensée dans ses moindres détails. Pas question d'improviser à la va comme je te pousse. 2 cars scolaires jaunes se rangèrent sur le petit parking déjà bourré. Des portes s'ouvrirent toutes grandes. Des hommes et des femmes en sortirent en bavardant. Ils contrastaient avec ceux qui étaient déjà là parce qu'ils avaient mis leurs plus beaux atours. Les hommes en costume, les femmes en ensemble, jupe et blouse ou robe habillée. Ils regardaient les alentours, curieux et émerveillés comme des enfants. Johnny reconnut le groupe de Ngo et sa classe d'instruction civique. Il se dirigea vers eux. Ngo se tenait avec un grand type en costume de velours côtelé et 2 femmes, toutes 2 chinoises. « Salut Ngo !» dit Johnny. Ngo eut un large sourire. « Johnny, c'est marrant qu'on se retrouve. C'est un grand jour pour New Hampshire. »« C'est vrai, » approuva Johnny. Ngo fit les présentations. L'homme en costume de velours était polonais, les femmes 2 sœurs de Taïwan. L'une d'elles déclara à Johnny qu'elle espérait beaucoup pouvoir serrer la main du candidat après la réunion, puis timidement, elle montra son livre d'autographe à Johnny. « Je suis si heureuse d'être en Amérique, dit-elle. Mais c'est étrange, vous ne trouvez pas ?» Johnny, pour qui tout était étrange, acquiesça. Les moniteurs rassemblèrent le groupe, et Ngo dit à Johnny. « Nous nous verrons plus tard. »« Oui, amusez-vous bien, Ngo, » dit Johnny. « Oh oui !» Ses yeux brillaient d'un secret amusement. « Je suis sûr que ce sera amusant. » Le groupe d'environ 40 personnes s'éloigna pour aller pique-niquer, et Johnny reprit la mastication de ses sandwichs. Ils avaient un goût de pâte à papier. Une sournoise tension commençait à naître en lui. Vers 2h30, le parc était rempli, les gens serrés épaule contre épaule. La police de la ville renforcée par un contingent de la police d'État, et on avait barré les accès du parc. La similitude avec un concert rock était de plus en plus forte, mais seule de la musique country s'échappait des haut-parleurs. Brusquement, les gens se haussèrent sur la pointe des pieds et tendirent le cou. Une rumeur parcourut la foule. Johnny aussi se leva. Stilson serait-il en avance ? Il pouvait à présent percevoir le ronflement des motos qui, à mesure qu'elles se rapprochaient, finit par couvrir le calme de ce bel après-midi d'été. Johnny vit briller des chromes, et quelques instants plus tard, 10 engins prirent le virage, là où étaient garés les cars scolaires. Pas de voiture. Johnny pensa qu'il s'agissait de l'avant-garde. Son malaise augmentait.
Les motards étaient assez simplement vêtus, en jeans pour la plupart et chemise blanche. Les motos, des Harley, avaient été modifiées à en devenir méconnaissables. Sacoches, guidons, tubulures de chrome étincelantes et carénage biscornu abondaient. Après s'être arrêtés, les pilotes se rendirent vers l'estrade en file indienne. Un seul se retourna. Son regard parcourut la foule lentement. Il semblait estimer l'importance de la foule. Il s'attarda sur un groupe de 4 policiers, adossés à une barrière métallique, et fit un signe de la main. Un des flics se redressa et cracha. Cette scène tenait du rituel, ce qui aggrava encore l'anxiété de Johnny. L'homme se dirigea à son tour vers l'estrade. Mais au-delà de l'anxiété, Johnny ressentait un sentiment d'horreur mêlé d'hilarité, quelque chose comme un rêve absurde ou l'effet que peut produire une peinture surréaliste. Les motards semblaient sortir d'un film où tout le monde a décidé d'être beau et gentil. Leurs jeans impeccables étaient rentrés dans des bottes à bout carré. Johnny avait remarqué des chaînes enroulées sur le cou-de-pied. Les chromes brillaient sauvagement dans le soleil. L'expression commune reflétait la bonne humeur, la disponibilité à l'égard de tous. Pourtant, sous le masque perçait le mépris pour ces ouvriers d'usine, ces étudiants venus de Durham ou ces manœuvres des manufactures accourus pour les applaudir. Tous arboraient des badges. L'un de ceux-ci représentait le casque jaune de travailleurs de chantier sur lequel était collé le drapeau écologiste. D'autres portaient la devise de Stilson « On va leur tordre le bras » et dépassant de toutes les poches un manche de queue de billard scié. Johnny se retourna vers son voisin immédiat, accompagné de sa femme et de son jeune enfant. « Ces choses sont-elles autorisées » demanda Johnny. « Oh, peu importe » répondit celui-ci en riant. « Ils ne sont là que pour la frime, de toute façon. » Il applaudit et hurla. « Allez, Greg! Allez, Greg !» Les motards se déployèrent en arc de cercle autour de l'estrade. Les applaudissements éclatèrent et la rumeur s'amplifia. « Chemise brune » pensa Johnny en s'asseyant. « C'est le retour des chemises brunes ?» Et alors, les Américains étaient peut-être mûrs pour le décorum fasciste. Pourtant, même un réactionnaire comme Reagan ne mangeait pas de ce pain-là. Peu importaient les colères de la nouvelle gauche ou les nouvelles chansons de John Baez. 8 ans auparavant, les méthodes fascistes de la police de Chicago avaient fait échouer l'élection de Humbert Humphrey. Peu importait à Johnny que ces types soient impeccables. Ils étaient au service d'un dingue, candidat à la Chambre des représentants. Stilson était peut-être un pantin dépassé par les événements. Johnny regrettait d'être le complice de cette scène. Juste avant 3 heures, un roulement de tambour retentit. D'autres instruments se mirent progressivement de la partie, interprétant bientôt à l'unisson une marche de Sousa. Joyeux tapage électoral dans une petite ville de province par un beau jour d'été. La foule se dressa. La fanfare était en vue. D'abord une majorette, faisant des moulinets avec sa baguette, porteuse d'une jupe courte, levant haut des jambes bottées de blanc, puis 2 autres majorettes. Ensuite, 2 garçons boutonneux, au visage sévère, portant une banderole annonçant qu'ils étaient la fanfare du collège de Trimbull, et vous aviez intérêt à ne pas l'oublier, puis la fanfare elle-même. Rutilante, suante dans ses uniformes blancs à boutons dorés. La foule leur laissa le passage et les applaudit. Derrière venait un camion blanc, et debout, sur le toit, jambes écartées, le visage bronzé et fendu par un large sourire sous son casque rejeté en arrière, le candidat en personne. Il éleva une corne de taureau et souffla dedans à plein poumon. En fait, elle était reliée à une batterie. « Salut à tous !» disait Greg. « Salut Greg !» répondait la foule en écho. On l'appelle par son prénom. La chose avait de quoi laisser rêveur. Stilson sauta du toit du camion, s'arrangeant pour le faire en souplesse. Il était habillé, comme à son habitude, d'un jean et d'une chemise kaki. Il entama son bain de foule en se dirigeant vers l'estrade, serrant des mains, touchant d'autres mains tendues par-dessus les têtes des premières rangées. La foule se bousculait, oscillait vers lui en plein délire, et Johnny lui-même ne resta pas insensible devant ce spectacle invraisemblable. Non, je ne vais pas lui serrer la main, il n'en est pas question. Mais brusquement, la foule parut s'écarter devant lui, et il se retrouva au premier rang. Il était assez près du joueur de tuba de la fanfare pour pouvoir astiquer l'instrument s'il l'avait voulu. Stilson traversa rapidement les rangs des musiciens pour aller serrer d'autres mains. Johnny le perdut de vue, il se sentit soulagé. C'était bien, ainsi, pas de problème. Et quand il accéderait au podium, Johnny rassemblerait ses affaires et s'esquiverait. Il en avait assez vu. Les motards remontaient l'avenue autour de Stilson, empêchant la foule de le serrer de trop près. Les queues de billard sciées dans les poches, leurs propriétaires vigilants. Johnny se demanda ce qu'il redoutait exactement.
Un bonbon, une glace à la vanille jetée à la figure du candidat, peut-être. Mais les motards avaient vraiment l'air sur le qui-vive. Alors l'événement se produisit. Sa nature exacte échappa à Johnny. Une main de femme se tendit vers le casque jaune simplement pour le toucher, sans doute comme on touche un talisman. Un des gars de l'équipe Stilson se déplaça rapidement. Il eut un cri d'épouvante, et ce fut tout. La rumeur de la foule était énorme, et de nouveau il pensa au concert de rock auquel il avait assisté. Cela aurait été exactement pareil si Paul McCartney ou Elvis Presley avaient décidé de serrer des mains dans la foule. Il scandait son nom. Greg. 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 Le jeune homme, qui était venu avec sa petite famille et qui se trouvait à côté de Johnny, tenait à bout de bras son fils au-dessus de sa tête pour qu'il puisse mieux voir l'idole. Un autre, le visage brûlé d'un côté, agitait une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Vivre libre ou mourir ». Une très jolie fille d'environ 18 ans tendait une tranche de pastèque, le jus rose coulait sur sa peau bronzée. La plus grande confusion régnait. L'événement se propageait aussi sûrement que de l'électricité dans des câbles à haute tension. Greg Stilson fendit la foule pour revenir du côté de Johnny. Il ne s'arrêta pas, mais trouva tout de même le temps de donner une tape dans le dos du joueur de tuba. Par la suite, Johnny essaya de se souvenir s'il avait eu une chance de rester protégé par la foule. Il invoquait le fait que la foule l'avait quasiment jeté dans les bras de Stilson. Il prétendit que Stilson avait tout fait pour lui serrer la main, mais rien de tout cela n'était vrai. Il avait disposé du temps nécessaire pour fuir. Une grosse femme, ridiculeusement vêtue d'un pantalon de pêcheur jaune, avait passé ses bras autour du cou de Stilson pour lui donner un baiser sonore que Stilson lui rendit en riant et en lui disant qu'il se souviendrait d'elle. La grosse femme avait hurlé de rire. Johnny sentit l'habituel frisson glacé l'envahir, une sensation de transe. Le sentiment que plus rien n'avait d'importance, hormis savoir. Cette constatation lui arracha un vague sourire qui n'était pas son sourire habituel. Il tendit la main, et Stilson la saisit dans les siennes, la secouant de bas en haut. « Alors, j'espère que vous allez nous soutenir, » dit Greg. Puis Stilson lâcha prise. De la même manière qu'Eileen Mahone, le docteur Brown et Roger Dussault l'avaient fait. Ses yeux s'agrandirent et se remplirent de... De peur? Non, c'était de la terreur. L'instant s'éternisa. Temps suspendu, tandis qu'il ne se quittait pas des yeux. Johnny, prisonnier d'un corridor sans fin, Stilson à ses côtés, il partageait quoi? Il partageait tout. Pour Johnny, rien n'avait jamais été aussi violent. Tout arrivait en même temps. Le bruit infernal d'un train lancé à toute vitesse dans un étroit tunnel, un projecteur dérisoire à l'avant, mais pas d'issue. Et la parfaite conscience de ce qui allait se passer le plaquait contre un mur, tandis que le train des ténèbres fonçait sur lui. Il lui sembla qu'il criait, mais il n'en avait ni l'envie ni la force. Jamais il ne devait oublier cette image. Voilà, Greg Stilson, prêtant serment, assisté d'un humble vieillard au regard de souris effarouché, traqué par un terrible tigre, un chat sauvage. Une des mains de Stilson se posa sur la Bible, l'autre s'éleva. C'était loin dans le futur, parce que Stilson avait perdu ses cheveux. Et le vieillard parlait. Stilson répondait. Le voile bleu s'obscurcissait, recouvrant tout, sans rémission. Le visage de Stilson se trouva derrière le voile bleu et les rayures jaunes du tigre. Stilson répondait qu'il le ferait. Que Dieu lui vienne en aide. Son visage était solennel, sévère même, mais une joie immense soulevait sa poitrine et grondait dans son âme. Parce que l'homme au regard de souris était le juge de la Cour suprême des États-Unis, et tout commença à disparaître lentement derrière le voile, mais ce n'était pas un voile, c'était l'avenir, chargé de mort et de danger. L'avenir? Le sien? Celui de Stilson? Johnny ne le savait pas. Il avait l'impression de flotter dans le bleu au-dessus de scènes de désolation imprécises, et la voix désincarnée de Greg Stilson se faisait entendre telle celle d'une divinité mise en scène dans un opéra comique. « Je vais leur rentrer dedans comme on gave des oies, comme on pousse la merde dans un tube. » Le tigre murmura faiblement « Johnny !» Le tigre derrière le bleu, derrière le jaune. Puis les mots, les images s'évanouirent. Il lui sembla respirer une douceâtre odeur. L'œil s'ouvrait de plus en plus grand, inquisiteur. Le bleu et le jaune, qui avaient tout obscurci, parurent se matérialiser en un objet d'où s'éleva lointaine et pleine de terreur la plainte d'une femme. Puis tout s'effaça. Combien de temps sommes-nous restés ainsi devait-il se demander plus tard. Sans doute 5 secondes.
Puis Stilson retira sa main, fixant Johnny, la bouche ouverte, pâlissant sous son hâle. Johnny put distinguer le plombage de ses dents. Son expression était celle d'une révolte horrifiée. Bien, aurait voulu crier Johnny, que Dieu vous anéantisse. Destruction, désintégration. Accordez cette faveur à l'humanité. Mais deux des motards se précipitèrent. Ils saisirent les queues de billard, et Johnny fut la proie d'une terreur indicible. Ils allaient le frapper sur la tête avec leur gourdin et le renvoyer dans les ténèbres, d'où cette fois il ne sortirait pas. Il ne pourrait dire à personne ce qu'il avait ressenti, il ne pourrait rien y changer. Il essaya de reculer, les gens affolés hurlaient. Stilson se retourna vers ses gardes du corps, il s'était ressaisi et sut les retenir. Johnny ne se rappela jamais ce qui s'ensuivit. Il tituba, tel un homme ivre après une longue semaine de débauche, puis l'apaisante douceur du néant s'étendit sur lui, et Johnny s'y abandonna avec délice. Il avait perdu connaissance.